Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Je m'appelle Chloé Dumont et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé être accusée d'avoir volé ma propre grand-mère. C'est arrivé lors de ce qui aurait dû être une joyeuse célébration. Le 82e anniversaire de ma grand-mère, Éléonore, dans sa grande maison bourgeoise près de Bordeaux. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle me regarde soudainement droit dans les yeux et me demande des comptes sur les 400 000 € qu'elle prétendait m'avoir donnés. Le silence s'est abattu sur le salon et mon cœur s'est arrêté. Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait, et pire encore, personne ne me croyait. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour entendre d'autres histoires de familles choquantes qui ont changé ma vie à jamais. La maison de maître de ma grand-mère Éléonore a toujours été le lieu de rassemblement de notre famille. Cette bâtisse de 3 étages, avec sa grande terrasse, ses boiseries sculptées et ses vitraux, appartenait à notre famille depuis des générations. Éléonore l'avait achetée avec mon grand-père, Henri, il y a plus de 50 ans, restaurant minutieusement chaque centimètre des lieux. Après le décès d'Henri, il y a 15 ans, à Npesentintans, elle avait refusé de déménager dans plus petit, disant que les souvenirs imprégnés dans ces murs valaient plus que le confort moderne. Éléonore et moi avons toujours partagé un lien spécial. Bien qu'elle aimât tous ses petits-enfants de la même manière, nous étions connectés à un niveau plus profond. Enfant, je passais mes week-ends avec elle à faire des gâteaux dans sa cuisine spacieuse ou à lire dans sa véranda ensoleillée. En grandissant, elle est devenue ma confidente, m'offrant sa sagesse quand je luttais avec mes choix d'université ou mes problèmes de cœur. Elle a assisté à ma remise de diplôme avec des larmes de fierté et m'a aidé à meubler mon premier appartement parisien. À bien des égards, elle était plus qu'une grand-mère. Elle était ma meilleure amie. Mais la dynamique familiale était compliquée, comme dans la plupart des familles. Ma mère, Laure, la fille d'Éléonore, avait toujours joué le rôle de médiatrice. Maman travaillait comme professeure de français au lycée. Son tempérament patient était parfait aussi bien pour gérer des adolescents que pour apaiser les disputes familiales. Mon père, Jacques, était plus réservé, se concentrant sur sa carrière d'ingénieur et restant en dehors des politiques familiales autant que possible. Mon frère aîné, Antoine, avait déménagé à Lyon pour un poste dans la tech, ne revenant à la maison que pour les grandes fêtes. Lui et moi étions proches malgré la distance, nous envoyant des messages presque tous les jours sur tout, de nos frustrations au travail à nos séries télévisées préférées. Ma sœur cadette, Camille, vivait à proximité avec son mari et son fils de 2 ans, rendant souvent visite à Éléonore et l'aidant pour l'entretien de la maison. Et puis il y avait l'oncle François, le fils unique d'Éléonore et le frère de ma mère. François s'était toujours ouvertement intéressé aux finances d'Éléonore, offrant souvent des conseils d'investissement non sollicités ou remettant en question ses décisions de dépenses. Sa femme l'avait quitté il y a des années, le laissant élever seuls mes cousins, Sarah et Nicolas. Sarah, 28 ans, travaillait dans une banque locale et avait récemment acheté une maison étonnamment chère. Nicolas, 25 ans, était entre 2 emplois, mais maintenait d'une manière ou d'une autre un train de vie luxueux avec des vêtements de marque et une nouvelle voiture de sport. Les réunions de famille récentes avaient été tendues en raison du déclin de la santé d'Éléonore. À 82 ans, elle était encore remarquablement indépendante, mais de petits signes de problèmes de mémoire avaient commencé à apparaître. Elle oubliait occasionnellement des conversations ou égarait des objets, balayant nos inquiétudes d'un revers de main. La famille évitait les conversations directes sur une potentielle démence, mais chuchotait ses inquiétudes dès qu'elle quittait la pièce. L'impressionnante histoire de vie d'Éléonore rendait ces changements encore plus difficiles à observer. Elle avait été l'une des rares femmes experts comptables de son cabinet dans les années 1960, brisant le plafond de verre et gérant les finances de plusieurs grandes entreprises avant sa retraite. Son flair financier s'était poursuivi dans sa vie personnelle, avec des investissements intelligents qui lui permettaient de vivre confortablement et d'aider les membres de la famille traversant des passes difficiles. À la mort de mon grand-père, elle avait repris leurs finances communes sans la moindre hésitation. Malgré mon bon poste dans le marketing à Paris, je luttais encore avec le remboursement de mon prêt étudiant. Mes parents m'avaient aidé autant qu'ils le pouvaient,
mais avec 3 enfants à faire passer par les études supérieures, leurs ressources étaient limitées. Éléonore connaissait ma situation financière, mais n'avait jamais offert d'aide directe, croyant en la valeur de surmonter les défis par soi-même. Elle m'avait aidé pour l'apport de mon appartement il y a 3 ans, mais c'était structuré comme un prêt que je remboursais mensuellement. Les mois précédant l'anniversaire d'Éléonore avaient été préoccupants. Maman m'avait appelé 2 fois pour me dire qu'elle avait trouvé les lunettes de lecture d'Éléonore dans le réfrigérateur. Lors de mes visites, je remarquais qu'Éléonore s'arrêtait parfois au milieu d'une phrase, l'air confuse, avant de continuer sur un sujet complètement différent. Lorsque je suggérais doucement une visite chez le médecin, elle se mettait en colère de manière inhabituelle, insistant sur le fait que tout allait bien dans sa tête. L'oncle François avait utilisé ces incidents pour suggérer qu'Éléonore avait besoin de plus de supervision sur ses finances. Il insistait pour obtenir une procuration générale, prétendant que c'était pour la protéger des escrocs qui ciblent les personnes âgées. Ma mère résistait, croyant qu'Éléonore était encore capable de gérer ses affaires avec un soutien occasionnel. Ces désaccords créaient un courant de tension sous-jacent qui menaçait de faire surface à chaque réunion de famille. Ce que aucun de nous ne réalisait, c'est qu'Éléonore avait remarqué bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Son esprit de comptable était toujours aussi vif quand il s'agissait de chiffres, même si d'autres souvenirs commençaient à s'estomper. Le matin du 90e anniversaire d'Éléonore s'est levé clair et lumineux, un samedi de septembre parfait. Je suis arrivée chez elle tôt, vers 8 heures du matin, chargée de sacs de décoration et de l'album photo spécial que j'avais créé comme cadeau. La maison bourdonnait déjà d'activité. Maman était dans la cuisine, en train de préparer les plats préférés d'Éléonore. Les plans de travail étaient couverts d'ingrédients pour des sandwichs au poulet, des œufs mimosa et un gâteau chocolat framboise. « Bonjour, ma chérie », a lancé maman quand je suis entrée. « Tu peux commencer les décorations? » Je veux que tout soit parfait avant l'arrivée des invités à midi. Ses mains étaient couvertes de farine alors qu'elle étalait de la pâte, le front plissé par la concentration. « Où est-ce, grande-mère? » ai-je demandé en posant mes sacs sur la table de la salle à manger. Toujours en train de se préparer là-haut. Elle a insisté pour se coiffer et se maquiller elle-même. Elle a dit qu'elle voulait être sous son meilleur jour aujourd'hui. Maman a souri, mais je pouvais voir l'inquiétude derrière ses yeux. Elle a l'air plus vive aujourd'hui, ce qui est bien. Hier était un peu difficile. Elle n'arrêtait pas de demander quand Henri rentrerait. J'ai dégluti difficilement à la mention de mon grand-père, parti depuis 15 ans. Ces trous de mémoire devenaient plus fréquents, bien que nous essayions de faire semblant du contraire. J'ai passé l'heure suivante à accrocher des serpentins bleus et argentés. C'étaient les couleurs préférées d'Éléonore. J'ai aussi disposé des photos encadrées de toute sa vie sur une table spéciale. Il y avait Éléonore, jeune femme, dans son bureau de comptabilité. Éléonore et Henri le jour de leur mariage. Éléonore tenant chaque petit enfant nouveau-né dans ses bras. 82 ans d'une vie remarquable condensée en photographie. L'oncle François est arrivé vers 10 heures, portant un petit paquet emballé et demandant immédiatement si Éléonore avait pris ses médicaments. « A-t-elle pris ses pilules pour la tension ce matin ?» a-t-il demandé à maman sans même dire bonjour d'abord. La dernière fois que j'étais ici, elle m'a dit qu'elle oubliait parfois. « Bonjour à toi aussi, François, a répondu maman d'un ton soigneusement neutre. Oui, elle les a prises. Je m'en suis assurée avant de commencer à cuisiner. Quelqu'un doit créer un meilleur système pour elle. On ne peut plus lui faire confiance pour se souvenir de ces choses-là. François a posé son cadeau et a jeté un coup d'œil critique autour de la maison. Et cet endroit commence à être trop pour elle. Tous ces escaliers, tout cet entretien. Elle aime cette maison, suis-je intervenue, irritée par son ton. Et elle s'en sort très bien avec un peu d'aide. François m'a lancé un regard dédaigneux. Tu ne la vois pas tous les jours comme moi. Crois-moi, les choses qui sont pires que tu ne le réalises. Avant que je puisse répondre, Éléonore a descendu les escaliers, élégante dans une robe bleue assortie à ses yeux, ses cheveux argentés coiffés en douces ondulations. Pendant un instant, elle semblait complètement être son ancienne elle-même, confiante et présente. « François, mon chéri, je vous entends discuter de moi comme si je n'étais pas là, » a-t-elle dit, la voix ferme et claire. 82 ans ne veut pas dire morte. Le visage de François a rougi. « Je suis juste inquiet pour toi, maman. C'est tout. »
Éléonore lui a tapoté la joue en passant. Ton inquiétude serait plus convaincante sans les brochures de maison de retraite que j'ai trouvées dans ta voiture la semaine dernière. La pièce est tombée dans le silence. C'était une nouvelle pour moi, et apparemment pour maman aussi, à en juger par son expression choquée. François a bafouillé quelque chose à propos de simple collecte d'informations, mais Éléonore était déjà passée à autre chose, complimentant les décorations et demandant ce qu'il y avait à manger. À l'approche de midi, d'autres membres de la famille sont arrivés. Camille est venue avec son mari Thomas et leur petit Jules, qui a immédiatement exigé une visite de la grande maison de mamie. Antoine avait pris l'avion depuis Lyon la veille au soir et est arrivé avec une boîte emballée qui semblait coûteuse. Sarah et Nicolas sont arrivés ensemble, tous deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires plutôt qu'à une fête d'anniversaire familiale. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange chez mes cousins. Ils semblaient tous deux mal à l'aise autour d'Éléonore, évitant la conversation directe et tressaillant quand elle s'approchait pour les embrasser. Nicolas vérifiait constamment son téléphone, tandis que Sarah jetait sans cesse des coups d'œil à son père, comme si elle cherchait des directives. François est resté proche d'Éléonore pendant toute la première partie de la fête, surveillant ses interactions et intervenant pour clarifier quand elle confondait occasionnellement un nom ou une date. À plusieurs reprises, j'ai observé des conversations chuchotées entre François et ses enfants, leurs têtes penchées ensemble dans un coin de la pièce. Conversations qui s'arrêtaient brusquement dès que quelqu'un approchait. Les voisins de longue date d'Éléonore ont commencé à arriver vers 12h30, porteurs de cadeaux et de vœux. Ses amies du club de bridge, la plupart septuagénaires ou octogénaires elles-mêmes, ont apporté une belle composition florale et se sont remémorées leurs 50 années de parties hebdomadaires. L'ancien collègue d'Éléonore, Bernard, maintenant âgé de 6 ans, a été aidé à entrer par son petit-fils, insistant sur le fait qu'il ne manquerait l'anniversaire de la jeune Éléonore pour rien au monde. Le salon s'est rempli de rires et de conversations, et les tensions ont été momentanément oubliées. Alors que tout le monde célébrait Éléonore, elle était assise dans son fauteuil préféré, recevant les invités avec la grâce d'une reine tenant court. Semblant parfois confuse, mais couvrant rapidement avec un sourire ou une question générale. Vers 14 heures, maman a apporté le gâteau, 3 étages de chocolat et de framboises avec 82 bougies entassées au sommet. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Éléonore rayonnant alors qu'elle passait en revue sa famille et ses amis rassemblés autour d'elle. Avec une force surprenante, elle a soufflé la plupart des bougies en une seule fois, n'en laissant que quelques-unes vacillantes qu'Antoine a aidé à éteindre. « L'heure des cadeaux », a annoncé Camille, apportant la pile de paquets qui s'était accumulée sur la table d'appoint. Éléonore a ouvert chacun d'eux avec une précision soignée, gardant le papier cadeau comme elle l'avait fait toute sa vie. De la part d'Antoine, un pull en cachemire dans sa nuance de bleu préférée. De Camille et sa famille, un cadre photo numérique préchargé avec des photos de famille. François lui a donné une enveloppe contenant un bon cadeau pour une journée au spa. Bien qu'Éléonore ne se soit jamais intéressée à de telles choses. Sarah et Nicolas ont présenté conjointement une montre à l'aspect coûteux qui a fait hausser les sourcils d'Éléonore de surprise. « Cela a l'air très cher, mes chéris », a-t-elle commenté en étudiant leur visage. « Très généreux ?» Nicolas a haussé les épaules, mal à l'aise. « On a 82 ans qu'une fois, mamie. » Quand Éléonore a ouvert mon cadeau, l'album photo documentant sa vie de l'enfance à nos jours, les larmes lui sont montées aux yeux. « Chloé, c'est parfait. Tu sais toujours exactement ce qui compte le plus. » Elle m'a serré fort, et pendant un moment, tout semblait normal et juste. Aucun de nous ne se doutait que la paix était sur le point de voler en éclats. Éléonore examinait un vase en cristal offert par ses voisins lorsque son attitude a soudainement changé. Son dos s'est redressé, son expression s'est aiguisée, et elle a posé le vase avec un soin délibéré. La pièce continuait de bourdonner de conversation, personne d'autre que moi ne remarquant le changement. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce, et quelque chose dans son regard a fait se nouer mon estomac d'appréhension. « Chloé » a-t-elle appelé, sa voix coupant le brouhaha. « Viens ici, ma chère. » La pièce s'est tue alors que je m'approchais de son fauteuil, tout le monde sentant quelque chose dans son ton. Je me suis agenouillée près d'elle, prenant sa main. « Oui, grand-mère. » Éléonore a tapoté ma main, puis m'a regardée directement dans les yeux. « Chloé, dis-moi, qu'as-tu fait des 400 000 € que je t'ai donnés?
La question m'a frappée comme un coup physique. Mon esprit s'est vidé et j'ai senti le sang quitter mon visage. Le silence dans la pièce était absolu, tout le monde figé par le choc. « Quoi? 400 000 euros, grande-mère » ai-je réussi à demander, ma voix à peine audible. Le regard d'Éléonore était resté stable, sa voix claire et ferme. « Les 400 000 euros que je t'ai donnés il y a 6 mois pour investir. J'aimerais savoir ce que tu en as fait. » J'ai senti des douzaines d'yeux me percer. Ma gorge s'est serrée et mes mains ont commencé à trembler. « Grand-mère, tu ne m'as jamais donné d'argent comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. » L'oncle François s'est immédiatement avancé, le visage rouge de colère. « Maman, es-tu en train de dire que Chloé t'a pris de l'argent? »« Pas pris, » a corrigé Éléonore calmement. « Je le lui ai donné pour qu'elle l'investisse en mon nom. 400 000 euros de mes économies, mais elle n'en a pas parlé depuis. Et je voudrais une mise à jour. » Ma mère s'est précipitée à mes côtés, plaçant une main protectrice sur mon épaule. « Maman, je pense que tu es peut-être confuse. Chloé ne nous cacherait jamais une chose pareille. »« Je ne suis pas confuse, Laure. » Éléonore a répondu, sa voix prenant un tranchant d'acier que j'avais rarement entendu. « Je sais exactement ce que j'ai fait de mon argent. J'ai fait un chèque de 400 000 euros à Chloé le 15 mars. Elle a promis de l'investir dans de nouvelles opportunités qui me donneraient de meilleurs rendements que mon portefeuille actuel. » Je me suis levée, les jambes et mains tremblantes. « Grand-mère, cela n'est jamais arrivé. Je te le jure, tu ne m'as jamais donné d'argent comme ça. » Les yeux de l'oncle François se sont plissés en m'étudiant. « C'est intéressant parce que tu as acheté une nouvelle voiture il y a 3 mois, n'est-ce pas, Chloé? Et tu as fait ce voyage à l'île Maurice en avril. Ça semble faire beaucoup de dépenses pour quelqu'un qui se plaint encore de son prêt étudiant. » L'accusation flottait dans l'air. Plusieurs amis d'Éléonore ont commencé à rassembler leurs sacs et leurs vestes, marmonnant des au revoir maladroits. Le petit-fils de Bernard l'a aidé à se lever, chuchotant quelque chose à propos d'affaires de famille alors qu'il partait précipitamment. « J'ai économisé pour cette voiture pendant 2 ans. » J'ai protesté, les larmes aux yeux. Et le voyage à Maurice a été payé en grande partie avec les points de ma carte bancaire professionnelle. Je peux vous montrer tous les relevés. François a sorti son téléphone. « Je pense que nous devons tirer cette affaire au clair. J'appelle la police. » François a haleté ma mère. « C'est ridicule. Maman est confuse. C'est tout. Nous n'avons pas besoin d'impliquer les autorités. » La voix d'Éléonore a tranché à nouveau. « Je ne suis pas confuse, Laure. Je sais ce que j'ai fait de mon argent et je veux savoir où il est maintenant. » Camille s'est approchée d'Éléonore, parlant doucement. « Grand-mère, es-tu sûre que ce n'était pas un rêve? Parfois, tu mélanges les rêves et la réalité ces derniers temps. » Le visage d'Éléonore s'est durci. « Ne me prends pas de haut, Camille. J'ai peut-être 82 ans, mais je connais la différence entre les rêves et la réalité. J'ai rempli ce chèque moi-même depuis mon compte épargne principal, chèque numéro 3742. Daté du 15 mars, 400 000 euros à l'ordre de Chloé Louise Dumont. » La précision de sa déclaration m'a fait froid dans le dos. Ce n'était pas une accusation vague. Elle avait des détails exacts, mais je savais avec une certitude absolue que je n'avais jamais reçu un tel chèque. Antoine s'est interposé entre François et moi. « Calmons-nous tous. Il doit y avoir une explication raisonnable. »« Maman, peux-tu vérifier les dossiers financiers de grand-mère avant qu'on ne commence à lancer des accusations? »« J'appelle déjà la police. » a répondu François, téléphone à l'oreille. « C'est de l'abus de faiblesse, purement et simplement. » Les invités restants sont sortis maladroitement, ne laissant que la famille dans le salon. Éléonore était assise calmement dans son fauteuil, regardant le chaos se dérouler avec une expression illisible. Ma mère essayait de raisonner François. Mon père tentait de calmer tout le monde et Camille a emmené son petit garçon effrayé dans une autre pièce. Sarah et Nicolas s'étaient regroupés dans un coin, chuchotant intensément. Quand j'ai regardé dans leur direction, ils se sont immédiatement séparés, évitant tout contact visuel. Quelque chose dans leur comportement m'a frappé comme étrange, mais je n'avais pas le temps d'analyser cela alors que François annonçait que la police était en route. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive », ai-je sangloté, m'effondrant sur le canapé. « Je ne volerai jamais, grand-mère. Jamais. » Ma mère s'est assise près de moi, le bras autour de mes épaules. « Nous le savons, chérie. Tout cela va s'éclaircir. »« Ah oui?
a défié François. Maman a donné des précisions là. Lors, un numéro de chèque spécifique, une date spécifique. Ce n'est pas de la confusion. C'est un fait. Ça suffit, François, a interjeté mon père, une colère rare dans la voix. Tu fais des suppositions sans preuve. La preuve est la déclaration de maman, a insisté François, et les dépenses suspectes de Chloé. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, l'humiliation et la colère me submergeant par vagues. Ma propre famille se retournait contre moi sur la base d'une accusation confuse. La fête d'anniversaire s'était transformée en cauchemar, et je n'avais aucune idée de comment me défendre contre quelque chose qui n'était jamais arrivé. 20 minutes plus tard, on a frappé à la porte, annonçant l'arrivée de la police. Le reste du gâteau d'anniversaire d'Éléonore trônait intact sur la table de la salle à manger. Les bougies avaient fondu en amas difformes, un triste rappel de la rapidité avec laquelle la joie s'était transformée en accusation et en trahison. Mon père a ouvert la porte à contre-cœur. 2 officiers de police se tenaient sur le porche, une grande femme aux cheveux noirs tirés en un chignon serré et un homme plus jeune avec un carnet déjà en main. « Bonsoir », a dit la femme officier. « Je suis le capitaine Patricia Martin et voici le lieutenant Michel Robert. Nous avons reçu un appel concernant une possible situation d'abus de faiblesse et de vol financier. » François s'est immédiatement avancé. « Oui, c'est moi, François Vidal. Ma mère, Éléonore Vidal, vient de révéler que sa petite-fille lui a pris 400 000 €. » L'expression du capitaine Martin est restée neutre alors qu'elle entrait dans le salon. « Madame, êtes-vous Éléonore Vidal ?» a-t-elle demandé en s'approchant de ma grand-mère, qui trônait toujours royalement dans son fauteuil. « C'est moi, je confirme. Cependant, je dois préciser que j'ai donné l'argent à ma petite-fille volontairement. Je veux simplement savoir ce qu'elle en a fait. » Le lieutenant Robert a commencé à prendre des notes tandis que le capitaine Martin inspectait la pièce, prenant note des décorations, du gâteau abandonné et des membres de la famille dans divers états de détresse. « Peut-être pourrions-nous parler dans un endroit plus privé ?» a suggéré le capitaine. « Absurde !» a répondu Éléonore fermement. « Cela concerne ma famille et ils devraient tous entendre ce que j'ai à dire. » François m'a désigné. « C'est Chloé Dumont, ma nièce. Elle a dépensé des sommes inhabituellement importantes récemment, et maintenant nous savons pourquoi. » Le capitaine Martin s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Dumont, quelle est votre réponse à ces allégations? » J'ai lutté pour garder une voix stable. « Elles sont complètement fausses. » Grand-mère ne m'a jamais donné d'argent. Je n'ai jamais vu ni reçu de chèque de 400 000 €. « Alors comment expliques-tu ta nouvelle voiture et ses vacances de luxe ?» a interjeté François. Le capitaine Martin a levé la main. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi conduire l'interrogatoire. » Elle s'est retournée vers moi. « Pouvez-vous expliquer vos achats récents? » Prenant une profonde inspiration, j'ai expliqué que j'avais acheté une Peugeot 308 d'occasion il y a 6 mois après avoir économisé pendant 2 ans. Elle a coûté 15 000 € et j'ai tous les documents du crédit. Le voyage à Maurice a été principalement couvert par les points de fidélité de ma carte d'entreprise. Je peux vous montrer tous mes relevés bancaires. Éléonore s'est penchée en avant. Capitaine, j'ai fait le chèque numéro 3782 depuis mon compte épargne principal le 15 mars de cette année. 400 000 € à l'ordre de Chloé Louise Dumont. J'ai les registres dans mon bureau. Ma mère est intervenue. Officier, ma mère a eu quelques problèmes de mémoire ces derniers temps. Nous craignons que ce ne soit une confusion. « Je ne suis pas confuse !» a claqué Éléonore, le rouge montant à ses joues. « Je sais exactement ce que j'ai fait de mon argent. » Le capitaine Martin a hoché la tête pensivement. « Madame Vidal, cela vous dérangerait-il si nous regardions vos dossiers financiers? Cela pourrait aider à clarifier la situation. »« Pas du tout », a répondu Éléonore. « François, s'il te plaît, apporte mon classeur bleu qui est sur le bureau dans mon cabinet. » François s'est précipité, revenant quelques instants plus tard avec un épais classeur bleu. Éléonore avait toujours été méticuleuse avec ses finances, gardant des traces papier même à l'ère du numérique. Le capitaine Martin s'est assise près d'Éléonore alors qu'elles ouvraient le classeur. « Madame Vidal, pouvez-vous me montrer la trace de ce chèque? » Éléonore a feuilleté les pages avec une aisance rodée, s'arrêtant à une section étiquetée « Mars ». Elle a pointé une entrée. « Le voici, 15 mars, chèque numéro 352, 400 000 € à Chloé Dumont. » Mon cœur a sombré alors que le lieutenant Robert se penchait pour confirmer.
Il y a une entrée ici pour ce montant, a-t-il dit à sa collègue. François m'a lancé un regard triomphant. Vous voyez, maman sait exactement de quoi elle parle. Le capitaine est resté professionnel. Mademoiselle Dumont, pouvez-vous expliquer cela? Je ne peux pas, ai-je admis, la voix brisée. Je n'ai jamais reçu ce chèque. Je n'ai jamais demandé d'argent à grand-mère. Capitaine, a interjeté ma mère, y a-t-il un moyen de confirmer si ce chèque a réellement été encaissé? Nous aurions besoin de voir les relevés bancaires de Madame Vidal, a répondu le capitaine. Éléonore a hoché la tête. Ils sont dans le 2e tiroir de mon bureau. La banque les envoie tous les mois et je les garde tous. Mon père s'est proposé pour les récupérer, revenant avec une pile d'enveloppes. Le capitaine Martin a ouvert soigneusement les relevés les plus récents, remontant les mois. Alors qu'ils examinaient les relevés, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Éléonore ne regardait pas les policiers. Elle regardait François. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, notant son changement de posture. Ses doigts, qui tapotaient, la sueur commençant à perler sur son front. « Voici Mars », a annoncé le capitaine Martin, sortant un relevé. Elle a scanné les pages, fronçant les sourcils. Il y a effectivement un retrait de 400 000 € le 16 mars, le jour après que le chèque aurait été écrit. Mon estomac s'est tordu douloureusement. Comment est-ce que possible? Je n'avais jamais vu, tenu ou déposé un tel chèque. Vérifiez le talon du chèque ou le bordereau, a suggéré Éléonore calmement. La banque garde une copie de l'opération. Le capitaine Martin a hoché la tête. Nous devrions demander cela officiellement à la banque, mais cela confirme un gros retrait coïncident avec votre registre. François s'est rapproché de moi. Alors, qu'as-tu fait de l'argent, Chloé? Un investissement qui a mal tourné? Dette de jeu ou juste envie de mener la grande vie pour un moment? Antoine s'est interposé entre nous. Recule, François. Ça n'a aucun sens. Chloé ne ferait jamais ça. Le lieutenant Robert observait silencieusement la dynamique familiale. Il a alors pris la parole. « Madame Vidal, qui a accès à vos comptes ?» L'expression d'Éléonore est restée calme. « Juste moi et François. Il a une procuration pour les questions financières. Nous l'avons mise en place l'année dernière quand j'ai eu mon opération de la hanche. » L'attention du capitaine Martin s'est subtilement déplacée vers François. « Monsieur Vidal, vous avez accès au compte de votre mère. »« Pour les urgences seulement, » a dit François rapidement. « Je ne l'utiliserai jamais sauf en cas de nécessité absolue. » Le capitaine a pris une note. « Et quand avez-vous accédé au compte de votre mère pour la dernière fois? » François a hésité. « Je ne me souviens pas exactement. » « Peut-être quand nous avons payé sa taxe foncière en janvier. » La voix d'Éléonore a tranché l'air. « Il y a accédé le 15 mars, le jour même où ce chèque a été écrit. » La pièce est tombée dans le silence. Le capitaine Martin a levé la tête brusquement. « Comment le savez-vous, Madame Vidal? » « Parce que la banque m'appelle chaque fois que quelqu'un d'autre que moi accède au compte. Une mesure de sécurité que j'ai mise en place il y a des années. Ils m'ont appelé le 15 mars pour confirmer que François avait ma permission. » Le visage de François a légèrement pâli. « C'était la routine, maman. Je vérifiais juste ton solde pour m'assurer que le paiement de la taxe foncière était bien passé. » Le capitaine Martin étudiait maintenant François avec un intérêt accru. « Monsieur Vidal, avez-vous fait des chèques ou des virements depuis le compte de votre mère ce jour-là? » « Bien sûr que non, » a claqué François, perdant son sang-froid. « C'est ridicule, nous nous éloignons du vrai problème ici. Chloé a pris l'argent. » Le lieutenant Robert s'était déplacé pour examiner le classeur financier de plus près. « Madame Vidal, puis-je regarder certains de vos autres registres mensuels? » Éléonore a hoché la tête en signe d'approbation, et l'officier a commencé à feuilleter les pages, comparant les entrées. J'étais assise, figée, incapable de comprendre comment cela se produisait. Les preuves semblaient confirmer l'accusation de grand-mère. Pourtant, je savais avec une certitude absolue que je n'avais jamais reçu d'argent d'elle. Le capitaine Martin s'est adressé à nouveau à Éléonore. « Madame Vidal, quand vous avez donné ce chèque à votre petite-fille, y avait-il quelqu'un d'autre présent? » Éléonore a marqué une pause, ses yeux croisant brièvement les miens, avant de répondre. « Non, c'était une affaire privée entre Chloé et moi. » « Et qu'a-t-elle dit spécifiquement qu'elle ferait avec l'argent? » Une autre pause.
Elle a mentionné une opportunité d'investissement, quelque chose qui rapporterait mieux que mon portefeuille actuel. Chaque détail ajoutait du poids à l'accusation contre moi. Je pouvais sentir la confiance des membres de ma famille s'éroder à chaque minute qui passait. Le capitaine Martin s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Dumont, nous aurons besoin de regarder vos dossiers financiers également. Relevés bancaires, comptes d'investissement, tout ce qui pourrait montrer ce qui est arrivé à cet argent. » J'ai hoché la tête, engourdi. Bien sûr, je n'ai rien à cacher. Mais vous ne trouverez rien parce que je n'ai jamais reçu cet argent. Alors que les officiers continuaient de rassembler des informations, j'ai remarqué que Sarah et Nicolas chuchotaient à nouveau dans le coin, leurs visages tendus. Nicolas vérifiait sa montre à plusieurs reprises, tandis que Sarah jetait des coups d'œil à son père avec ce qui ressemblait à une anxiété croissante. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est qu'Éléonore les observait aussi, ses yeux perçants ne manquant rien alors que son piège soigneusement posé commençait à se refermer. Le capitaine Martin a suggéré que nous passions dans le bureau d'Éléonore pour examiner les documents financiers plus en profondeur. La famille a suivi, s'entassant dans la pièce lambrissée bordée d'étagères. Le bureau massif en chêne d'Éléonore dominait l'espace, sa surface méticuleusement organisée avec des dossiers. « Madame Vidal, gardez-vous des copies de tous vos documents financiers ici ?» a demandé le capitaine Martin. « Oui », a confirmé Éléonore. 50 ans en tant qu'expert comptable vous apprennent la valeur d'un archivage minutieux. Le lieutenant Robert a commencé à étaler les relevés bancaires sur le bureau pendant que le capitaine Martin continuait d'interroger Éléonore sur le chèque spécifique en question. François rôdait à proximité, interjetant occasionnellement des détails qui étaient censés soutenir la déclaration de sa mère. « Voici le relevé de mars encore, » a dit le lieutenant Robert. « Il y a bien un retrait de 400 000 € le 16 mars. » Il a pointé la ligne sur le relevé. Ma mère s'est penchée pour regarder. « Mais est-ce qu'il est indiqué si c'était un chèque ou un autre type de retrait et qui a fait le retrait? » Le lieutenant Robert a étudié le document. Cela montre juste le montant du retrait et la date. Nous aurions besoin des images réelles de la banque pour confirmer qui l'a déposé. Éléonore était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, observant la procédure avec une expression étrangement détachée. Elle a alors pris la parole. « Capitaine Martin, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ma signature dans le registre des chèques comparée à la signature sur le bordereau de retrait du compte? Il devrait être dans le même dossier. » Le capitaine Martin a haussé un sourcil, mais s'est exécuté, sortant les documents en question. Elle les a placés côte à côte, les étudiant attentivement. « Il semble y avoir une légère divergence dans les signatures, » a-t-elle dit après un moment. François s'est immédiatement rapproché. « Maman a eu quelques tremblements dernièrement. Sa signature n'est pas toujours constante. »« Je n'ai eu aucun tremblement de ce genre, François, » a dit Éléonore sèchement. « Mon écriture est aussi stable qu'elle l'a toujours été. » Le capitaine Martin a regardé entre eux, puis de nouveau les documents. Les signatures sont similaires, mais il y a des différences dans la formation de plusieurs lettres. Éléonore a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Elle était devenue étrangement calme, observant plutôt que participant à la conversation. Ses yeux suivaient les mouvements de François alors qu'il faisait les 100 pas dans le bureau, s'arrêtant pour regarder par-dessus l'épaule de l'officier. « Capitaine, » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Je peux fournir tous mes relevés bancaires de l'année passée. Vous ne trouverez aucun dépôt de 400 000 € parce que je ne les ai jamais reçus. »« C'est facile à expliquer, » a contré François. Elle aurait pu ouvrir un nouveau compte ou le convertir en espèces. 400 000 € en espèces, a raillé Antoine. C'est ridicule. Le lieutenant Robert avait continué à examiner les dossiers financiers pendant que nous nous disputions. Madame Vidal, il semble y avoir plusieurs gros retraits de vos comptes au cours de l'année écoulée. Il a pointé diverses entrées dans les relevés. 20 000 ici en janvier, 50 000 en novembre de l'année dernière, encore 30 000 en août. Éléonore a hoché la tête. Oui, je les ai remarqués aussi. François a rapidement interjeté. Maman fait des retraits réguliers pour divers investissements. Rien d'inhabituel là-dedans. Quels investissements, François? A demandé Éléonore, sa voix soudainement tranchante. Je n'ai fait aucun nouvel investissement depuis plus de 2 ans. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce.
l'attention du capitaine Martin s'était entièrement déplacée vers François maintenant. Monsieur Vidal, en tant que détenteur de la procuration, pouvez-vous expliquer ces retraits? L'assurance de François a visiblement vacillé. Eh bien, maman les a autorisés pour divers objectifs. Je n'ai pas les détails spécifiques sous la main. C'est intéressant, a dit Éléonore calmement, parce que je n'ai autorisé aucun retrait de ce genre. Le capitaine Martin s'est redressé. Madame Vidal, êtes-vous en train de dire que ces retraits ont été faits à votre insu? C'est exactement ce que je dis, capitaine. Tout comme je n'ai jamais fait de chèque à Chloé pour 400 000 €. La pièce s'est figée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer alors que je traitais ces mots. « Maman, de quoi parles-tu » La voix de François était montée d'une octave. « Tu viens de dire que tu avais donné l'argent à Chloé ?» Le regard d'Éléonore était imperturbable. « Non, François. J'ai dit ça pour voir comment tout le monde réagirait, particulièrement toi. » Le capitaine Martin a regardé entre Éléonore et François. « Madame Vidal, dites-vous maintenant que vous n'avez pas fait de chèque à votre petite-fille? » « Je le confirme, » a dit Éléonore. « Je n'ai jamais donné d'argent à Chloé, mais quelqu'un prenait de l'argent sur mes comptes et j'avais besoin de découvrir qui. » Le visage de François était devenu complètement blanc. C'est la confusion qui parle. « Maman, tu viens de passer la dernière heure à insister sur le fait que tu as donné cet argent à Chloé. » Pas de confusion, François, juste un test, et tu as échoué de manière spectaculaire. Éléonore s'est tournée vers le capitaine Martin. Si vous regardez les bordereaux de retrait pour toutes ces transactions, je crois que vous trouverez qu'ils ont tous été signés par François, pas par moi. Le lieutenant Robert examinait déjà les documents. Il y a effectivement des signatures différentes sur ces formulaires de retrait. Certaines semblent correspondre à celles de Madame Vidal. D'autres ont les divergences que nous avons notées plus tôt. Mon soulagement d'être innocenté a été éclipsé par l'horreur croissante de ce qu'Éléonore suggérait. François avait-il systématiquement volé sa propre mère? C'est absurde, a bafouillé François. Je gère les finances de maman pour l'aider. Tout ce que j'ai fait a été pour son bien. La voix d'Éléonore était étonnamment douce quand elle a répondu. Le nouveau bateau était-il pour mon bien, François? Ou l'apport de la maison de Sarah? Ou la voiture de sport de Nicolas? Sarah, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a éclaté en sanglots. « Papa, tu as dit que grand-mère voulait nous aider. Tu as dit qu'elle avait tout approuvé. » Nicolas a reculé loin de son père, heurtant une étagère. « Tu m'as dit que grand-mère voulait soutenir mon nouveau départ après mon licenciement, que l'argent était un cadeau de sa part. » Le visage de François s'est tordu de colère. « Taisez-vous, tous les deux. Votre mère est confuse depuis des mois. Elle a accepté de vous aider tous les deux, et maintenant elle a oublié. » Le capitaine Martin en avait assez entendu. « Monsieur Vidal, je pense que nous devons continuer cette discussion au commissariat. Il semble y avoir des preuves de malversation financière ici. » François a regardé autour de lui d'un air hagard, comme s'il cherchait une issue de secours. « C'est un malentendu familial, c'est tout. Maman s'embrouille. Elle oublie des choses. » « J'oublie de petites choses, François, » a dit Éléonore doucement. « Des noms parfois, où j'ai mis mes lunettes. Mais je n'oublie jamais les chiffres. Je n'oublie jamais mon argent, et je n'ai jamais donné la permission que tu le prennes. » Alors que la réalité de la situation devenait claire, je me suis approchée d'Éléonore, prenant sa main. La ruse élaborée qu'elle avait créée, m'accusant pour faire ressortir le comportement de François, avait fonctionné exactement comme elle l'avait prévu. Elle a serré ma main, des excuses silencieuses dans les yeux. Le capitaine Martin était à sa radio, demandant des renforts et expliquant que la situation avait évolué depuis l'appel initial. Le lieutenant Robert continuait de rassembler les documents financiers comme preuve. « Vous allez la croire, elle, plutôt que moi ?» a crié François, le désespoir aiguisant sa voix. « Elle est sénile. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Éléonore s'est levée de son fauteuil, se redressant de toute sa hauteur. Malgré son âge, elle semblait soudain redoutable, l'expert comptable à l'esprit vif qui avait brisé les barrières dans un domaine dominé par les hommes il y a des décennies. « Je sais exactement ce que je dis, François, et j'ai les registres pour le prouver. Tu me voles depuis plus d'1 an, utilisant ta procuration pour accéder à mes comptes à mon insu. Aujourd'hui, je t'ai enfin attrapé. » Le piège s'était refermé et aucun de nous, surtout pas François, ne l'avait vu venir. « Je voudrais parler en privé avec le capitaine Martin et le lieutenant Robert, » a annoncé Éléonore,
Et je veux que Chloé se joigne à nous. François a immédiatement objecté. Absolument pas. J'ai une procuration, maman. Je devrais être présent pour toute discussion sur tes finances. Le capitaine Martin a secoué la tête. C'est la décision de Madame Vidal, monsieur. Et vu les circonstances, je crois qu'il est approprié que nous parlions avec elle en privé. C'est ridicule, a postillonné François, le visage écarlate. Elle est clairement confuse. Elle fait des accusations qui n'ont aucun sens. Éléonore l'a fixé d'un regard stable. Si je suis si confuse, François, pourquoi transpires-tu? Pourquoi Sarah a-t-elle commencé à pleurer quand j'ai mentionné l'apport de sa maison? Pourquoi Nicolas a-t-il été incapable de me regarder dans les yeux tout l'après-midi? François s'est tu, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Le capitaine Martin a fait signe à Éléonore, moi-même et au lieutenant Robert de la suivre dans la véranda à l'arrière de la maison, loin du reste de la famille. Une fois assis dans les meubles en osier, entouré des plantes bien-aimées d'Éléonore, le capitaine Martin s'est adressé directement à ma grand-mère. « Madame Vidal, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui se passe. » Éléonore a hoché la tête. Sa posture parfaite, ses mains jointes calmement sur ses genoux. Je n'ai jamais donné d'argent à Chloé. C'était un test, un moyen de débusquer qui me volait. « Et vous croyez que cette personne est votre fils ?» a demandé le lieutenant Robert, carnet prêt. « Je ne le crois pas, je le sais, » a répondu Éléonore fermement. Cela a commencé il y a environ 14 mois. J'ai remarqué de petites divergences dans mes comptes, des retraits que je ne me souvenais pas avoir faits. Au début, j'ai pensé que je devenais peut-être effectivement oublieuse. Mais la comptable en moi ne pouvait pas laisser passer ça. Elle a expliqué comment elle avait commencé à tenir une comptabilité secrète séparée, comparant ses relevés bancaires avec ses propres notes méticuleuses. Le schéma est devenu clair. Chaque fois que François me rendait visite seul, il y avait un retrait de mon compte dans les 24 heures, généralement entre 5 000 et 20 000 euros. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt ?» a demandé le capitaine Martin. L'expression d'Éléonore s'est légèrement adoucie. « Parce que c'est mon fils. » Je voulais être absolument certaine avant de l'accuser et je voulais comprendre pourquoi. Avait-il des ennuis? Dettes de jeu, frais médicaux qu'il était trop fier pour me dire? Elle a continué à expliquer comment elle avait mis en place un système avec sa banque pour la notifier chaque fois que quelqu'un accédait à ses comptes en utilisant la procuration. Les notifications ont confirmé mes soupçons. François faisait des retraits sans m'en parler, mais je n'avais toujours pas de preuve de l'endroit où allait l'argent. « Jusqu'à aujourd'hui, ai-je dit doucement, comprenant enfin. Tu as tendu un piège. » Éléonore a hoché la tête. J'ai inventé l'histoire de t'avoir donné de l'argent, Chloé. Je t'ai choisie parce que tu es la seule dont j'étais certaine qu'elle n'était pas impliquée. J'avais besoin de voir comment François réagirait à l'accusation, s'il essaierait de détourner l'attention de lui-même. Et ça a marché, a observé le capitaine Martin. Mieux que je ne l'espérais, a admis Éléonore. Non seulement François a immédiatement accusé Chloé, mais les réactions de Sarah et Nicolas m'ont dit qu'ils étaient au moins au courant de ce qui se passait, sinon directement impliqués. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de blessure. « Grand-mère, pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu prévoyais? Je pensais que tu croyais vraiment que je t'avais volé. » Éléonore a pris ma main. « Je suis désolée, ma chérie. J'avais besoin de réactions authentiques de tout le monde, de tout le monde. Si tu avais su, tu aurais pu involontairement trahir quelque chose. » François devait croire que j'étais vraiment confuse au sujet de mes finances pour que le piège fonctionne. Le lieutenant Robert prenait des notes détaillées. « Madame Vidal, combien d'argent estimez-vous avoir été pris sans votre autorisation? » « Environ 688 € au cours des 14 derniers mois, » a répondu Éléonore sans hésitation. « J'ai documenté chaque retrait non autorisé. » J'ai haleté devant le montant. Le capitaine Martin semblait tout aussi choqué. « Et vous croyez que votre fils a utilisé cet argent pour des dépenses personnelles pour lui-même et ses enfants? Le timing coïncide parfaitement, » a expliqué Éléonore. Sarah a acheté sa maison il y a 11 mois, peu après un retrait de 100 000 €. La nouvelle voiture de Nicolas est apparue après un retrait de 40 000. Le bateau de François a suivi un retrait de 75 000. Elle a fouillé dans la poche de sa robe et en a sorti un petit carnet.
J'ai gardé une trace de chaque achat majeur qu'ils ont fait et je l'ai fait correspondre au retrait de mes comptes. Le capitaine Martin a examiné le carnet, hochant la tête lentement. Ce sera une preuve extrêmement utile, Madame Vidal. Il y a plus, a continué Éléonore. Dans le tiroir de mon bureau, vous trouverez des photocopies de bordereaux de retrait avec des signatures qui ne correspondent pas à la mienne. François est devenu négligent avec le temps, ses faux moins précis. J'ai regardé ma grand-mère avec de nouveaux yeux. La femme que tout le monde traitait comme de plus en plus confuse avait méticuleusement monté un dossier, documenté des preuves et planifié une opération d'infiltration élaborée. Qu'est-ce qui t'a fait soupçonner François en premier lieu? Ai-je demandé. Les chiffres ne mentent jamais, a dit Éléonore simplement. Et François a toujours été terrible avec les finances. Même enfant, son argent de poche disparaissait immédiatement alors que Laure économisait le sien. Adulte, il a vécu au-dessus de ses moyens pendant des années. Quand Henri est mort, François a immédiatement demandé son héritage plutôt que de pleurer son père. Le capitaine Martin s'est levé. « Madame Vidal, nous devons parler à votre fils à nouveau. Voulez-vous retourner dans le salon avec nous ?» Éléonore a hoché la tête. « Oui, je veux entendre ce qu'il a à dire pour sa défense. » Nous sommes retournés pour trouver le reste de la famille dans divers états de détresse. François faisait les 100 pas avec colère, tandis que Sarah sanglotait sur le canapé. Nicolas se tenait près de la fenêtre, fixant le vide. Mes parents et mon frère regardaient la scène avec des expressions confuses. François Vidal, a commencé le capitaine Martin formellement, basé sur les preuves fournies par votre mère et notre enquête préliminaire. Il semble y avoir une malversation financière significative impliquant les comptes de Madame Vidal. François s'est retourné pour nous faire face. C'est absurde, maman est confuse, elle empire depuis des mois. Demandez à n'importe qui, François, a dit Éléonore calmement. J'ai des copies de chaque bordereau de retrait. J'ai des enregistrements de chaque transaction non autorisée. J'ai de la documentation faisant correspondre ces retraits aux achats faits par toi, Sarah et Nicolas. Le visage de François s'est tordu de rage. Tu m'espionnais, ton propre fils? Je me protégeais, a corrigé Éléonore, comme toute personne responsable le ferait. Le lieutenant Robert s'est avancé. « Monsieur Vidal, nous avons besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions. »« C'est ridicule, » a postillonné François. « Je n'ai rien fait de mal. Maman m'a donné la permission d'aider à gérer ses finances. »« De les gérer, François, pas de prendre mon argent à mon insu ou sans mon consentement. » Sarah s'est soudainement levée. « Papa, dis-leur juste la vérité. »« C'est fini. » François s'est tourné vers sa fille. Tais-toi, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec elle, a interjeté Éléonore. Tu as utilisé mon argent pour acheter sa maison, n'est-ce pas ça? Et la voiture de Nicolas et ton bateau, savait-il d'où venait l'argent, François? Savait-il que tu me volais? Les épaules de Nicolas se sont affaissées en signe de défaite. Pas au début, a-t-il admis sans se détourner de la fenêtre. Papa nous a dit que tu voulais nous aider, qu'il avait ton autorisation pour nous donner l'argent. Mais quoi? A incité le capitaine Martin. Mais il y a environ 6 mois, j'ai entendu papa au téléphone avec la banque, a continué Nicolas, se tournant enfin pour nous faire face. Il faisait semblant d'agir en ton nom, grand-mère. C'est là que j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas. Sarah a essuyé ses larmes. Il m'a dit que la maison était un cadeau de ta part, grand-mère, notre héritage anticipé, pour que je puisse en profiter tant que tu étais encore en vie pour venir la visiter. Quand j'ai commencé à poser des questions pour te remercier correctement, il n'arrêtait pas de trouver des excuses. Le visage de François était passé du rouge au blanc. Espèce de sale gosse ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Tu as commis une fraude, François, a dit Éléonore tristement, et tu as impliqué tes enfants dedans. Le capitaine Martin a fait un signe de tête au lieutenant Robert, qui s'est approché de François. « Monsieur, nous avons besoin que vous veniez avec nous maintenant. » L'attitude de François a soudainement changé, sa colère se transformant en supplication. « Maman, s'il te plaît, j'allais tout rembourser. J'avais juste besoin d'aider les enfants à s'installer. Tu as tellement d'argent, plus que tu ne pourrais jamais en dépenser. Je ne faisais que l'emprunter. » 670 000 €, ce n'est pas un emprunt, François. C'est du vol, et tu as imité ma signature pour le faire. Alors que le lieutenant Robert commençait à lui notifier ses droits, François a fait une dernière tentative désespérée. « Cela va détruire la famille, maman. C'est ce que tu veux, voir ton fils arrêté? Nous déchirer tous? »
Le visage d'Éléonore montrait de la tristesse mais aucune faiblesse. « Tu as détruit cette famille quand tu as décidé de me voler et de mentir à tout le monde. Tu as trahi ma confiance, utilisé tes enfants et essayé de piéger Chloé quand tu as été coincé. C'était tes choix, François, pas les miens. » Les épaules de François se sont affaissées en signe de défaite alors que le lieutenant Robert le conduisait vers la porte. Sarah et Nicolas ont regardé dans un silence stupéfait leur père être escorté dehors. La porte d'entrée s'est refermée derrière eux, nous laissant, le reste d'entre nous, dans un silence choqué, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Le capitaine Martin est resté pour recueillir des preuves supplémentaires et des déclarations. Madame Vidal, nous aurons besoin de déclarations formelles de tout le monde, et je vous recommande fortement de révoquer la procuration de Monsieur Vidal immédiatement. « Déjà prêt ?» a dit Éléonore, ouvrant un tiroir de bureau et sortant un document. « J'ai fait rédiger cela par mon notaire la semaine dernière. J'avais juste besoin de la confirmation de mes soupçons avant de le déposer. » Alors que la réalité de la trahison de François pénétrait les esprits, je me suis déplacée aux côtés de ma grand-mère. La femme forte et brillante qui m'avait assez fait confiance pour m'utiliser dans son plan pour exposer la vérité. La femme que tout le monde avait sous-estimée, la croyant confuse alors qu'elle était en fait plus consciente que n'importe lequel d'entre nous. « Je suis tellement désolée, grand-mère, » ai-je chuchoté en prenant sa main. Elle a serré mes doigts doucement. « Non, Chloé, je suis désolée de t'avoir fait traverser ça, mais je savais que tu étais la seule en qui je pouvais avoir une confiance totale. » À ce moment-là, j'ai compris que si un lien familial avait été rompu aujourd'hui, d'autres s'y avaient été renforcés de manière à perdurer bien après que la douleur de la trahison se soit estompée. Les jours suivant la fête d'anniversaire d'Éléonore ont été un flou de déclarations à la police, de consultations juridiques et de conversations familiales qui s'étiraient tard dans la nuit. François a été formellement inculpé pour abus de faiblesse, escroquerie et faux et usage de faux. Les preuves qu'Éléonore avait méticuleusement rassemblées laissaient peu de place au déni, bien que son avocat tenterait plus tard de bâtir une défense autour du prétendu déclin cognitif d'Éléonore. La famille s'est réunie chez Éléonore le lendemain de la mise en garde à vue de François. Sarah et Nicolas étaient assis mal à l'aise sur le bord du canapé, les yeux rouges d'avoir pleuré, les épaules voûtées par la honte. « On aurait dû savoir, » a dit Sarah doucement. « Le montant que papa disait que tu nous donnais n'a jamais eu de sens, mais je voulais y croire. » Éléonore a surpris tout le monde, un seul monde, en traversant la pièce et en embrassant sa petite fille. « Vous avez été manipulé par quelqu'un en qui vous aviez une confiance implicite, votre père. Nous sommes programmés pour croire nos parents. » Nicolas ne pouvait pas croiser le regard d'Éléonore. « Mais nous en avons profité. Nous avons accepté l'argent, la maison, la voiture. »« Oui, vous l'avez fait, » a reconnu Éléonore sans édulcorer la vérité. « Et il y aura des conséquences pour cela. » Mais contrairement à votre père, vous avez tous les deux dit la vérité quand vous avez été confrontés. Ça compte. Ma mère avait été presque silencieuse depuis la révélation, traitant la trahison de son frère. Maintenant, elle a posé la question que nous nous posions tous. « Maman, pourquoi as-tu choisi Chloé pour ton test? Pourquoi pas moi, ou Jacques, ou Antoine? » Éléonore s'est installée dans son fauteuil préféré, regardant chacun de nous tour à tour. J'avais besoin de quelqu'un qui n'avait absolument aucune implication ou suspicion, quelqu'un que François pourrait cibler de manière crédible. Chloé a été ouverte au sujet de son prêt étudiant, ce qui faisait d'elle une candidate plausible pour une détresse financière aux yeux de François. Mais plus important encore, je fais totalement confiance à l'intégrité de Chloé. Ces mots m'ont réchauffée, même si je me rappelais la douleur d'être faussement accusée. Mais tu m'as laissé penser que tu croyais que je t'avais volé. C'était dur. Je sais, ma chérie, a dit Éléonore doucement. Et je suis profondément désolée pour la douleur que cela a causée. Mais ton choc et ta blessure authentique étaient essentiels. François devait croire que je te soupçonnais vraiment. Le processus judiciaire a avancé avec une vitesse surprenante. Les preuves d'Éléonore étaient irréfutables et le procureur était confiant dans le dossier. L'avocat de François nous a approchés pour un accord de plaidé coupable en quelques semaines, espérant réduire les charges en échange d'une coopération totale et d'une restitution. Éléonore a rencontré des conseillers financiers pour évaluer les dommages à son patrimoine et élaborer un plan de recouvrement. Bien que la perte de près de 600 000 € soit significative, sa vie d'investissement prudent signifiait qu'elle était toujours en sécurité financièrement.
L'argent n'est pas ce qui compte le plus, m'a-t-elle dit autour d'un thé un après-midi. C'est la trahison. François a exploité mon amour et ma confiance. C'est ça le vrai vol. Alors que la nouvelle se répandait dans les cercles sociaux de la famille, des amis bien intentionnés offraient de la sympathie teintée de suggestions selon lesquelles Éléonore devrait peut-être envisager une maison de retraite où cela ne pourrait pas se reproduire. Elle a rejeté ces suggestions avec sa franchise caractéristique. « Être victime ne me rend pas incapable », a-t-elle informé une amie particulièrement insistante. Au contraire, cette expérience a confirmé ma compétence. En effet, tout au long de l'épreuve, Éléonore a démontré une acuité mentale qui a mis fin à toute inquiétude persistante sur ses capacités cognitives. Les problèmes de mémoire que la famille avait observés étaient, a-t-elle expliqué, souvent délibérés. « J'ai parfois fait semblant d'être plus confuse que je ne l'étais », m'a-t-elle avoué. Cela a donné à François une fausse confiance, l'a rendu négligent, et cela m'a aidé à observer comment tout le monde réagissait quand il pensait que je n'étais pas pleinement consciente. 3 mois après la fête d'anniversaire, François a accepté un accord. Il purgerait 18 mois de prison, suivi de 5 ans de mise à l'épreuve, et a été condamné à une restitution complète. Sarah et Nicolas ont été tenus de rendre la maison et la voiture achetée avec les fonds volés, bien qu'ils aient évité des accusations criminelles en coopérant pleinement avec les enquêteurs. La dynamique familiale a changé de façon permanente. Sarah et Nicolas, initialement ostracisés par certains membres de la famille, ont progressivement commencé à reconstruire des relations, en commençant par Éléonore elle-même. « Garder rancune empoisonne l'âme », m'a dit Éléonore quand j'ai questionné sa volonté de leur pardonner. Ils ont fait des erreurs, les ont assumées et font face aux conséquences. C'est comme ça qu'on grandit. Ma relation avec Éléonore s'est approfondie de manière inattendue. Nous passions plus de temps ensemble, non pas par souci pour son bien-être, mais parce que j'avais acquis une nouvelle appréciation pour sa sagesse et sa force. Elle a commencé à m'enseigner la gestion financière, partageant des connaissances accumulées sur des décennies. Les femmes doivent être financièrement lettrées, insistait-elle. L'indépendance financière est la vraie liberté. 6 mois après la fête d'anniversaire désastreuse, nous avons organisé une petite célébration intime pour le 80e anniversaire et demi d'Éléonore. Juste la famille proche, sans les faux-semblants et la tension qui avaient marqué l'événement original. Éléonore, resplendissante dans une simple robe bleue, assortie à ses yeux, a levé son verre pour un toast. À la vérité, qui peut être douloureuse, mais qui est toujours préférable au mensonge confortable. Et à la famille, non pas celle définie par une harmonie parfaite, mais celle bâtie sur l'honnêteté, la responsabilité et l'amour véritable. Nous avons entrechoqué nos verres. Le son clair et brillant dans la salle à manger ensoleillée. Les blessures guérissaient encore. La perte de la présence de François se faisait encore sentir, mais quelque chose de nouveau et de plus fort avait émergé des décombres de la trahison. Plus tard, alors que les invités partaient, Éléonore a pris ma main et m'a conduite dans le calme de son bureau. « Chloé, je veux que tu saches quelque chose. De tous mes petits-enfants, c'est toi qui me rappelles le plus moi-même à ton âge. De grands principes, parfois à l'excès. Prête à défendre tes positions, même quand c'est difficile. J'ai senti les larmes monter. J'étais terrifiée quand tu m'as accusée. Je ne pouvais pas comprendre comment tu pouvais penser ça de moi. Je ne l'ai jamais pensé, m'a-t-elle assurée. Pas une seconde. Je savais que tu serais blessée, confuse, même en colère. Mais je savais aussi que tu en sortirais avec ton intégrité intacte. Certaines personnes craquent sous la pression. D'autres révèlent leur vraie force. Dans les mois qui ont suivi, j'ai souvent réfléchi aux leçons de cette journée extraordinaire. Comment les apparences peuvent être trompeuses? Comment ceux en qui nous avons le plus confiance peuvent parfois nous trahir? Comment l'âge ne diminue ni la sagesse ni la ruse? Comment rester fidèle à sa vérité même quand tout le monde doute de vous est une victoire en soi? Éléonore, à 82 ans, avait déjoué un manipulateur habile, protégé ses biens et exposé une vérité douloureuse qui a finalement renforcé notre famille. Elle nous a rappelé à tous qu'être âgé ne signifie pas être impuissant, que les femmes peuvent être financièrement puissantes et que l'intégrité compte plus que les apparences. Quant à moi, j'ai appris à faire confiance à ma propre vérité, même lorsque les preuves semblent s'accumuler contre moi.
J'ai appris qu'être accusé ne vous rend pas coupable. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que quelqu'un puisse faire est de croire suffisamment en votre intégrité pour la mettre à l'épreuve. Avez-vous déjà été faussement accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait? Comment avez-vous géré cela? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire de trahison familiale et de justice ultime a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que rester fidèle à sa vérité mène finalement à la réhabilitation. Merci de m'avoir rejointe pour cette histoire profondément personnelle. Et rappelez-vous, parfois les personnes que nous pensons être les plus vulnérables s'avèrent être les plus fortes parmi nous.